Bonsoir. Le Royaume-Uni est à la présidence de l'Union européenne jusqu'en décembre 2005. Eh bien, le dessous des cartes a eu envie d'aller un petit peu contre les idées reçues et vous rappeler l'engagement européen de ce pays. Le Royaume-Uni fait 244 000 km² et il a 60 millions d'habitants, soit autant que la France, mais sur un territoire 2 fois plus petit. Cet État est constitué de l'Irlande du Nord et de l'île de Grande-Bretagne, qui elle-même comprend l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. C'est en 1973 que le Royaume-Uni est entré dans la communauté européenne et ce pays est souvent perçu comme ayant une attitude négative vis-à-vis de la construction européenne. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'a pas été du nombre des membres fondateurs. L'insularité aussi serait à l'origine des réticences britanniques. Or, on voit que l'Irlande voisine, qui est aussi une île, est un membre très actif. Parce qu'il a des liens privilégiés avec les États-Unis. Or, l'histoire britannique est avant tout européenne. Et c'est justement ce que je voudrais vous rappeler à l'aide de quelques cartes. D'abord, dans son histoire, le pays subit directement les influences politiques du continent. Au 1er siècle de notre ère, les îles britanniques sont conquises par les Romains, qui construisent les murs d'Adrien et d'Antonin pour repousser les incursions des Celtes. Au 5e siècle, il est envahi, comme d'ailleurs le reste du continent européen, par les barbares germaniques, les Saxons, les Jutes, les Angles, qui d'ailleurs vont donner leur nom à l'Angleterre. Fin 8e siècle, ce sont les Vikings qui conquièrent le pays. Au 11e siècle, les Normands prennent le contrôle de l'Angleterre après leur victoire à Hastings en 1066. Et puis à partir de cette date, on a comme une inversion. C'est au tour de l'Angleterre, pendant près de 400 ans, de dominer une partie du continent européen par ses prolongements territoriaux. Au XIe siècle, le duché de Normandie, à l'époque de Guillaume le Conquérant, et au XIIe siècle, sous la dynastie des Plantagenets, l'Angleterre domine les duchés d'Anjou, du Maine, de Touraine, d'Aquitaine, la Bretagne, et cet État anglo-français, ce Channel State, englobant quasiment la moitié de la France, est en fait presque aussi viable que l'État que façonnera plus tard le roi de France. Viable grâce à la structure féodale et aux liens de vassalité qui caractérisent alors les sociétés du Moyen-Âge. En fait, c'est plutôt la guerre de 100 ans, entre 1337 et 1453, qui va mettre fin aux ambitions anglaises sur le continent et ainsi aider à ce qu'une nation anglaise, en tant que telle, puisse finalement voir le jour. Alors, autre exemple de la relation avec le continent, et beaucoup plus proche de nous, c'est, au XXe siècle, la participation britannique aux 2 guerres mondiales contre l'Allemagne. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni se tient d'ailleurs seul en Europe face à l'Allemagne nazie, avant l'entrée en guerre des Soviétiques puis des Américains. Alors le coût de ce courage est évidemment très élevé, so thank you Churchill and thank you British people. Alors c'est quelques rappels pour souligner que c'est peut-être un petit peu simple de répéter sans cesse que le Royaume-Uni est une île tournée vers l'Atlantique et ignorant l'Europe. Alors qu'en est-il aujourd'hui, alors que c'est justement cet État qui assure la présidence de l'Union européenne ? En contribuant à 12,5% du budget européen, le Royaume-Uni en est l'un des principaux financeurs, même si depuis 1985, il bénéficie, grâce à Madame Thatcher, d'une compensation budgétaire relative à sa contribution à la PAC, la politique agricole commune. De son côté, le Royaume-Uni reçoit des aides européennes au titre des fonds structurels. Pour ces régions dont le produit intérieur brut est en dessous de la moyenne communautaire, comme le South Yorkshire, le West Gallois, les Highlands et l'Irlande du Nord, et aussi pour ces régions en reconversion, l'Angleterre du Nord, l'Écosse centrale et des régions rurales comme le Devon. Ensuite, contrairement aux idées reçues, le Royaume-Uni est un bon élève de l'Union. Il applique les décisions de Bruxelles, c'est-à-dire transpose les directives européennes dans la législation nationale, alors que, par exemple, la France ou la Belgique, qui sont pourtant membres fondateurs, sont parmi les plus mauvais élèves de la classe. L'Union européenne est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Royaume-Uni. 54% de ses exportations se font vers l'Union et plus de la moitié de ses importations proviennent de l'Europe des 25. Et pourtant, malgré cette forte intégration économique,
plus une vraie capacité du pays à respecter les critères financiers de Maastricht, le Royaume-Uni a repoussé l'entrée dans la zone euro. Alors d'abord, c'est à cause de la livre sterling, qui a longtemps dominé le système monétaire international, et puis c'est aussi la crainte de revoir les avantages fiscaux qui attirent les investisseurs étrangers, et au final de provoquer un retour de l'inflation. Alors cette non-adhésion à l'euro n'a pas fait chuter pour autant la puissance financière de la première place boursière européenne, qui est aussi la deuxième place boursière au monde. Les industriels britanniques font quand même régulièrement savoir qu'ils seraient tout de même soulagés si leur pays adoptait l'euro et abandonnait une livre sterling qui est surévaluée. Il est d'ailleurs régulièrement question d'un référendum sur cette question-là. Bon, mais tout de même, à l'échelle de l'Union, le Royaume-Uni a une économie très dynamique. Son produit intérieur brut est de 27 500 € par habitant. Il dépasse celui de la France depuis 2002 et pourrait dépasser celui de l'Allemagne d'ici 2020. Sa croissance dépasse les 3,2%, son taux de chômage est de 4,7%, c'est l'un des plus faibles d'Europe, près de 2 fois moins que ceux de la France ou de l'Allemagne. Alors sur quoi repose le dynamisme de l'économie britannique ? Le Grand Londres, qui est le centre économique du pays, a près de 7,5 millions d'habitants et un produit intérieur brut qui est proche de celui de l'Irlande et du Portugal réunis. Londres est une des plus importantes places financières et bancaires au monde et le premier centre de l'assurance et de réassurance. Les sièges des entreprises sont à Londres et les lieux de production et de maintenance plutôt en province. La proximité avec la capitale joue donc un rôle dans la dynamique économique du pays. Ainsi, dans ce qui forme la première périphérie de Londres, le long de la M4 en direction de Bristol et de la M40 vers Oxford et de la M3 vers Southampton, se sont installés des PME de haute technologie. L'aéroport de Heathrow a favorisé ces implantations car il permet le transport des composants électroniques et l'exportation des produits finis. Cette périphérie londonienne est donc créatrice d'emplois. Maintenant, dans un deuxième cercle autour de Londres, formé par Bristol, Birmingham et Leicester, la croissance a pu redémarrer après les crises industrielles des années 70 et 80 par la création de parcs scientifiques liés aux pôles universitaires. Le troisième cercle, c'est celui des pays charbonniers du Nord, de l'Écosse et le Pays de Galles. Et après la reconversion, la région redémarre lentement grâce au tertiaire, notamment les assurances à Manchester, qui est la deuxième ville du pays, et grâce à la découverte du pétrole en mer du Nord dans les années 70. Le pétrole a permis sur la côte Est le développement d'ensembles combinant industrie lourde, raffinage, pétrochimie et sidérurgie, comme à Aberdeen ou à Teesport. Enfin, en Écosse, informatique et électronique ont relancé l'économie dans les régions de Glasgow ou d'Édimbourg. Et là, c'est justement l'éloignement de Londres qui joue un rôle pour constituer un pôle de développement régional au moment où l'Écosse et le Pays de Galles obtiennent en l'an 2000 plus d'autonomie dans le cadre du processus de dévolution mis en place par le gouvernement travailliste de Tony Blair. En fait, l'adhésion tardive du Royaume-Uni s'explique plutôt par une vision plus libérale de l'économie. Londres avait choisi de fonder en 1959 l'Association européenne de libre-échange, l'AELE, et en 1961, Londres finit par poser sa candidature à la CE, mais là, c'est le général de Gaulle qui oppose son veto, car il se méfie des liens privilégiés des Britanniques avec les États-Unis d'Amérique. Ensuite, pourquoi donc ce lien transatlantique si fort entre Londres et Washington? Et pourquoi est-ce que ça nous gêne, nous, les Européens du continent? Eh bien, cela peut peut-être s'expliquer par des liens historiques nombreux, les Écossais et plus encore les Irlandais qui émigrèrent pour former ce nouveau monde. Ensuite, le fait que les États-Unis furent le principal allié des Britanniques lors des 2 guerres mondiales. Il y a aussi certainement la coopération dans les domaines militaires, le renseignement et la technologie nucléaire fournis à partir de 1945 par les Américains aux Britanniques. Et bien sûr, il y a la communauté linguistique, le libéralisme économique, une certaine culture d'entreprise. Tout cela, cela aide à créer ce qu'on appelle tout simplement la confiance. Si vous voulez approfondir votre connaissance de ce pays, je vous conseille de lire Le Royaume-Uni ou l'exception britannique, qui est édité chez Ellipse, un livre de Claude Chaline et Delphine Papin,
qui nous a aidés à préparer cette émission. Et puis vous pouvez lire aussi La Grande-Bretagne et l'Europe, le grand malentendu, un livre de Pauline Schnapper aux presses de Sciences Po. Je vous signale que sur le site du Dessous des cartes, vous trouverez aussi des livres en langue allemande concernant ce pays. Je vous rappelle l'adresse du site, c'est arte-tv.com.